en fait, il y avait quelque chose qui était très centré autour de moi, finalement. Parce que j'étais en mode survie. Et en fait, mon besoin d'être aimée, c'est ça qui était central, mon besoin d'être aimée. Comme j'arrivais pas à le remplir par moi-même, ben j'ai développé une dépendance à l'autre. Donc, en fait, j'agissais pour être aimée par l'autre. Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir rendez-vous avec Anne-Cécile Hartemann, femme, auteure, mère, thérapeute en relation d'aide, conférencière, enseignante de yoga, animatrice d'ateliers, passionnée par la réinvention de son rapport à soi, mais également femme phénix. Bonjour Anne-Cécile et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Mathieu, ça me fait très plaisir d'être là. Bonjour à toutes et à tous qui nous regardez. C'est un plaisir de t'accueillir. J'ai cité beaucoup de casquettes et d'étiquettes te concernant, mais le tout étant plus que la somme des parties, cela met directement en avant le fait que tu n'es pas résumable à l'une d'entre elles et qu'on pourrait bien entendu en citer beaucoup d'autres sans pour autant parvenir à te cerner totalement, ce qui est, tu en conviendras, une très bonne nouvelle. Et j'aimerais également présenter Gaëtan qui sera en régie durant toute l'émission et qui viendra à la fin pour nous partager comme à son habitude son point de vue subjectif. Alors du coup, je vais passer à ma première question te concernant Anne-Cécile. Je voudrais savoir si tu donnes la parole à ta sensibilité là tout de suite, qu'est-ce qu'elle a à dire ? Ah, waouh, quelle belle question pour commencer, Mathieu. Oui, je lui donne la parole. Merci de me permettre de lui donner la parole devant vous. Si je m'arrête à ma sensibilité, il y a le cœur qui bat, il y a une fébrilité avec un mélange d'excitation, d'être là, de pouvoir partager. Et en même temps, c'est de l'inconnu. Je sais pas les questions que tu vas me poser. Donc, mais c'est ça, ouais. Il y a tout ça. C'est un beau mélange de tout ça. Ok. Je sens que oui, il y a quelque chose de l'ordre de la fébrilité joyeuse. Ça te va, ça ? Oui, exactement. Vraiment. C'est Ok. beaucoup de joie. La joie prend beaucoup de place. Ok, super. C'est partagé. Moi, je suis vraiment content de t'accueillir. Peut-être qu'on évoquera tout à l'heure la façon dont on s'est croisés, mais je fais un petit teasing. On verra si on le fait ou pas. Je passe à ma deuxième question. Je voudrais savoir, par rapport au livre que tu as écrit, dont on va parler juste après, est-ce que tu te considères comme une survivante ? Alors, est-ce que je me considère comme une survivante ? Je crois qu'on l'est toutes et tous. On est tous des survivants dans la mesure où on traverse des épreuves. La vie nous amène à vivre toutes sortes d'expériences et notre corps apprend à réagir quand on est petit et malheureusement, on achète un petit peu ce mode de fonctionnement quand on vieillit alors qu'il n'est pas forcément adapté. Et je peux dire que par moments encore aujourd'hui, je survis, mais que j'ai appris aussi à faire avec une notion de danger, en fait, en disant que je fais plus preuve de discernement par rapport justement au danger aujourd'hui. Je me sens moins en mode survie, en fait. Ok. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un mix entre la survie et la vie qui est apparu dernièrement et que c'est ça aussi l'oxygène que tu décris dans ton livre, qui est arrivé dans ton système ? Oui, ah oui, j'aime ça, elle est riche ta question là. Oui, définitivement. C'est-à-dire que j'ai été en mode survie jusqu'à 2016, on va dire. Tu sais, je peux commencer à en parler. L'élément déclencheur, c'est qu'il y a le père de mes enfants qui m'a quittée d'une façon très soudaine. Puis ça a été une occasion pour moi, en fait, de soit rester victime de la situation, soit de m'occuper de moi et d'aller observer, analyser, ressentir tout ce que ça me faisait vivre. Et en fait, beaucoup d'insécurité parce que jusqu'à ce qu'ils partent, je me suis rendu compte après coup que j'étais en mode survie, que je contrôlais beaucoup de choses dans ma vie pour me sécuriser. Puis c'était ça qui n'était pas adapté en fait. Voilà, c'était ça le mode survie. Et j'ai trouvé beaucoup de liberté en comprenant comment je fonctionnais
et en regardant, en me posant la question, est-ce que j'en ai vraiment encore besoin aujourd'hui? Et je me suis rendu compte que finalement, il y avait, j'ai envie de dire, 75% des choses que je faisais dont j'avais pas besoin, en fait. Voilà. Ouais, ça fait un bon pourcentage. On va y Ouais. revenir là dans les questions suivantes. Je voudrais juste faire un petit clin d'œil au fait que sur cette chaîne, nous aussi, on est copains avec les papillons. Et sur ta couverture, il y a un papillon lumineux. Oui. Donc je le montre là juste à l'instant. Et c'est le Ouais. côté luminescent qui m'a fait dévier sur le symbole du phénix dans la présentation. L'image du Mhm. phénix est-elle de ton point de vue en fait adaptée à ce que tu racontes dans ton livre? Oui. Ben oui, ça, j'ai trouvé ça, ça m'a percuté quand tu as dit le mot phénix, parce que j'avais pensé à mettre un phénix aussi sur la page de couverture, un renaître de ses cendres, mais je trouvais ça un petit peu trop fort comme mot. Je trouvais que l'image du papillon, tu sais, vraiment dans l'idée de la transformation, de la métamorphose, il y avait quelque chose de plus doux, de plus vivant. Le phénix, il y a comme une mort aussi, là, tu sais, je peux pas dire que en tout cas, j'ai pas vécu ça comme ça, une mort, puis c'était pas le message que j'avais envie de transmettre, hein. Donc voilà, le papillon, je trouvais que c'était quelque chose de plus doux, puis je suis contente de savoir que vous utilisez ce symbole-là aussi dans votre émission. En fait, c'est un symbole qui est universel et qui est pas mal utilisé. Donc, je suis content qu'on le partage tous les deux. Et en même temps, je suis content justement qu'on le partage avec autant de gens parce que c'est quelque chose de très puissant pour que ce symbole soit aussi partagé. J'ai l'impression que quand même, il trimballe toute une image, une force et une fragilité en même temps, parce que le papillon, justement, contrairement peut-être au phénix, dont on pourrait penser que la mort est plus abrupte, et en même temps le corps est plus fort et il y a plus de puissance, alors que là, dans l'image du papillon, on peut voir aussi une certaine vulnérabilité en même temps que la force qui émane de cette couverture que je remontre, parce que c'est là où je présente un petit peu le livre qui s'appelle Métamorphose, le courage d'aller vers soi, et qui a été édité par les éditions du Cram. Et ce livre, c'est un mélange, parce que d'un côté, tu nous racontes un moment charnière de ton parcours que tu as déjà amorcé là juste avant, et de l'autre, tu nous partages aussi des exercices variés et simples pour accompagner sa renaissance à soi. Et c'était important pour toi de pas faire uniquement une autobiographie? Ah oui, alors clairement, en fait, le point était pas du tout à la base, n'était pas forcément de parler de moi. C'est juste que j'avais envie de partager ce que je connaissais et c'est sûr que mon parcours, ça a été ce parcours justement à la découverte de tous ces outils-là que j'ai moi-même expérimenté. J'avais pas envie de parler de quelque chose que je connaissais pas. Et d'ailleurs, il y a certains outils dont je parle aussi dans le livre que j'ai pas personnellement expérimenté, mais j'en parle brièvement. Je sais que ça a été très efficace pour des personnes de mon entourage, mais fait que le côté autobiographique, c'est plus pour parler de quelque chose que je connais, arriver avec beaucoup d'authenticité et de voilà, c'était ça. Puis j'ai toujours été soucieuse que ce que j'amenais comme propos servait le sujet. L'idée, c'était pas de parler de moi particulièrement, là, mais de montrer que ça peut fonctionner. En fait, c'est ça, parce que voilà, j'incarne cette métamorphose. Mm. Ouais, tout à fait. Et ça fait partie du plaisir qu'on a à t'accueillir aujourd'hui parce que justement, des exemples vivants de personnes qui sont en paix avec elles-mêmes, c'est inspirant. Et c'est pas ici pour écraser et dire aux personnes qui se sentent plutôt dans une tension en interne qu'elles n'ont pas réussi. C'est juste simplement elles sont sur un chemin qui a du mal à trouver le point lumineux pour ensuite l'élargir et le rencontrer. Et puis même une fois qu'on est en paix avec soi-même, ça veut pas dire qu'on est uniquement dans la lumière. J'ai l'impression que ça aussi, il faut pas l'oublier d'une certaine façon. Oui, j'allais rebondir là-dessus justement parce que je me considère pas en paix avec moi-même. C'est-à-dire que il y a plein, dans le sens qu'il y a la vie, c'est plein il arrive tellement de choses dans une journée, dans une semaine, et il y a des moments. La vie, c'est des tensions et des résolutions en fait, et c'est ce qu'on voit aussi dans le yoga. L'idée, c'est de trouver l'équilibre dans ces moments d'inconfort, trouver le confort dans l'inconfort et s'installer dans quelque chose de plus paisible. En fait, c'est d'accepter que il y a des moments qui sont plus agités. Et en fait, c'est comment vivre avec ces moments d'inconfort, ces malaises, avec ces peurs surtout, avec ce qui insécurise. Tu sais, je parlais de contrôle tout à l'heure. Moi, j'ai découvert que j'étais une grande insécure, en fait.
Et en fait, ce que j'ai appris, c'est de vivre avec, c'est de pas d'enlever les peurs, c'est de pas enlever l'insécurité. Et quand tu me parlais du papillon, ben oui, c'est la vie. Nous sommes des êtres très vulnérables. Il peut nous arriver n'importe quoi à n'importe quel moment. Puis comment on vit avec ça? Comment on vit avec l'inconnu? On sait pas. Hein, c'est insécurisant ça de pas savoir. Hmm. Je voulais te faire une proposition qui est valable pendant tout l'échange là qu'on est en train d'avoir, étant donné que justement ton livre est comme une sorte de couteau suisse avec énormément de petits outils très abordables et puis qui correspondent bah, justement au fait que tu pars dessus. Enfin, entre les outils, il y a ton histoire, il y a ton expérience personnelle, le fait que ça soit incarné. Moi, je trouve ça très bien parce que si ça avait été une suite uniquement de d'exercices, je pense que je me serais un peu ennuyé en disant ah ça c'est technique en fait, c'est une suite de trucs. Ça s'apparenterait à un manuel. Alors que là, il y a quelque chose de beaucoup plus vivant, beaucoup plus ouais, je sais pas, on touche du doigt en fait on fait ce voyage là avec toi. Et on voyage d'exercice en exercice avec toi et c'est beaucoup plus agréable que si jamais on le faisait de façon assez sèche. Donc je vais te proposer durant tout l'échange qu'on a ensemble, peu importe là où on va, parce qu'il y a plein de questions que je vais te poser que j'ai pas du tout écrites, je te propose s'il y a un outil qui te vient à ce moment-là, un des outils que tu partages dans le livre ou un autre que tu vas pas citer dans le livre, bah de dire stop. Hop, là il y a un outil, regarde. Et je trouverais ça intéressant qu'il y ait cette interactivité-là dans notre échange. Donc si jamais tu acceptes ce principe, bah, on essaye de faire ça comme ça te Oui. va? Oui, ça me va très bien. Ça va me faire très plaisir. Et je me permets quand même juste de faire du pouce un peu sur ce que tu as dit par rapport à justement ce qu'il y a dans le livre, par rapport à ce que je partage comme expérience, les outils que j'amène, puis des outils dont je parle avec les mots des personnes qui ont créé ces approches-là. Moi, je crois beaucoup dans le concept, en fait, on parle beaucoup de croissance personnelle, et moi, j'aime beaucoup le concept de croissance relationnelle, parce que en fait, l'idée, c'est derrière la façon dont j'ai écrit ce livre, c'était d'être en relation avec les gens. Et donc c'est pour ça que c'était important de pouvoir parler de moi, de m'adresser à eux par différents moyens. Et je suis super heureuse parce que j'ai beaucoup de retours. Les gens m'écrivent, me partagent l'impact que le livre a eu sur eux, et donc ça continue. Voilà. Puis je grandis à travers aussi leur expérience. C'est super nourrissant. Mm. Ouais, bah tu fais bien de le préciser. C'est vrai que dans ce que j'ai donné comme éclairage, il manquait cette donnée-là parce qu'il y a énormément d'apports en dehors des exercices en question. Il y a des apports aussi avec des citations, des personnes que tu connais personnellement toi, d'autres personnes dont tu as lu les écrits, etc. Donc on le voit que c'est un tissage, c'est un rhizome un peu, et tu es le personnage principal de ce rhizome-là, mais qui rend honneur à chaque fois qu'il en a l'occasion et hommage bah, au petit bonheur qu'il a croisé. Oui, définitivement. Pour moi, c'est bien important de pouvoir honorer les personnes qui m'ont aidé à vivre cette métamorphose, en fait. Hein. Donc, bien important pour moi de les reconnaître et d'être Ok. en relation avec eux. Et c'est vrai qu'il y en a plusieurs que j'ai rencontrés, que je connais même personnellement. Donc, ouais, j'ai une pensée pour eux en ce moment. Hmm, ça marche. Eh ben, je me posais cette question. D'après toi, qu'est-ce qui a permis à celle que tu étais de vivre une longue période de vie sans ressentir ce besoin d'aller à sa propre rencontre? Ok, alors, hmm, ce que j'ai envie de répondre spontanément, c'est une pulsion de vie. C'est une pulsion de vie. Alors, je pense qu'il y a quelque chose dans ma famille. J'ai entendu des études là-dessus aussi. C'est vrai que il y a des gens qui ont une propension au bonheur plus que d'autres. Puis moi, je crois qu'il y a quelque chose dans ma famille. Puis je pense à ma grand-mère. Je pense à ma mère aussi qui a traversé beaucoup d'épreuves dans sa vie. Et c'est vrai que on a quelque chose. C'est ça. J'ai toujours été proche de cette pulsion de vie. Euh, c'est ça qui m'habite et qui passe par rire. Et puis ce qui me vient tout de suite après, c'est la relation. C'est-à-dire que depuis toute petite, j'ai su m'entourer avec des éducateurs, des éducatrices, des amis. Être en relation, là, c'est pour ça que j'ai choisi de devenir une thérapeute en relation d'aide. Je crois beaucoup à toutes les vertus de la relation. Et ça, je pense que ça m'a porté et que
bah, ça venait apaiser les souffrances des épreuves que je traversais à ce moment-là. Ça, je pense que ça m'a porté beaucoup, ouais, pendant toutes ces années. Ok, chouette. Je faisais une petite hypothèse et je me demandais si pour toi, pendant cette période-là aussi, il y avait cette conscience d'appartenir à des groupes, différents groupes, et est-ce que l'appartenance à des groupes suffisait à nourrir et à remplir la vie d'un sens suffisant à ce moment-là? Mhm. Mhm. Alors oui, moi je crois profondément au sentiment d'appartenance. Moi, on me dit souvent que je suis une grande rassembleuse. J'ai toujours fait partie de groupes. Moi, toute petite là, j'organisais des voyages. J'ai emmené tous les élèves de troisième là quand j'étais au collège à Disneyland à Paris. J'avais 14 ans. En tout cas, après ça a été autour de la musique. Il y a eu toutes sortes de choses autour de mon parcours. En effet, pour moi, en tout cas, ça donne beaucoup de sens. Mais après, je pense que nous sommes des êtres grégaires. Hein, on a besoin d'être en relation. Euh, oui, c'est ça. Le sentiment d'appartenance, définitivement. Après, est-ce que ça a donné tout le sens à ma vie? Non, parce il y a toujours eu beaucoup de questionnements sur c'était quoi le sens ça manquait de sens. À plusieurs périodes de ma vie, ça a pu manquer de sens. Mais je pense à ma vie adolescente, par exemple, et jeune adulte. Ma passion, c'était d'être avec mes amis. Tu vois, c'était une période de construction super importante, un élément à ma construction qui était super important. Ok. Est-ce que justement dans cette première vie, euh, il y avait comme une sorte de conscience très aiguë de ce que les autres attendaient de toi ou avaient besoin pour être heureux? Alors conscience, je dirais pas ça. Ok. Il y avait un niveau de conscience qui était pas là parce que justement j'étais tellement dans ce mode survie qu'il y avait beaucoup d'informations auxquelles j'avais pas encore accès à ce moment-là. Euh, ouais, juste si tu peux me ramener l'autre morceau de la question. Enfin, c'est par rapport à la La conscience, question, en fait, si tu veux, c'est que par dans rapport ton aux livre, c'est comme, pour moi, d'une certaine façon, c'est comme si tu amenais le zoom sur le moment où s'est ouvert la nécessité de t'aimer toi, avant d'envoyer l'amour que tu continues de porter aux autres, que tu portais déjà à l'époque, mais sans que ça passe par le centre. Pour moi, c'est ce que je ressens quand je lis ton livre. C'est que le centre était pas connu, était pas en possibilité d'être soigné. C'est pas un manque d'attention, c'est un manque de conscience sans doute ou il n'y avait pas les outils justement, puisqu'il y en a plein dans ton livre. C'est bien que ces outils-là sont apparus après. Et je me suis dit, peut-être que dans ta première moitié de vie, tu étais concentré sur le besoin des autres, sur le fait d'y être très sensible, et donc de dire, bah, pour apporter de l'harmonie autour de moi, je vais donc faire ça, 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 ça et ça, mais que les besoins personnels n'étaient pas très visibles à ce moment-là, et que du coup, bah, le switch, c'est peut-être un petit peu ça. Je sais pas, je pose la question. ouais. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, cette question-là, ça m'amène à penser, en fait, il y avait quelque chose qui était très centré autour de moi, finalement. Parce que j'étais en mode survie. Et en fait, mon besoin d'être aimé, c'est ça qui était central, mon besoin d'être aimé. Comme j'arrivais pas à le remplir par moi-même, ben j'ai développé une dépendance à l'autre. Donc, en fait, j'agissais pour être aimé par l'autre. Il n'y avait pas de conscience, donc j'étais dans ce mode survie. Et en fait, pour répondre à mon propre besoin inconscient à l'époque, hein, d'amour de moi, j'étais très attentive aux besoins des autres pour faire tout ce que je pouvais pour qu'ils m'aiment, en fait. Ce que j'ai compris, en fait, avec du recul, puis il y aurait un petit exercice que je pourrais vous donner. Euh, En fait, ce que j'ai compris en commençant ce chemin de conscience et toutes ces thérapies, etc., c'est qu'en fait, je cultivais la dépendance de l'amour de l'autre, de l'amour en fait de l'homme aussi, qui pouvait me donner de l'amour et de l'attention. Et en fait, tout ce qui était à côté, tout l'amour que je recevais de mes proches, de mes amis, de mes enfants, de ma famille, de mes collègues, en fait, ça passait à côté. J'étais dans cette dépendance affective, il y avait vraiment quelque chose que je recevais juste de l'homme. Et en fait, il y a des thérapeutes en fait qui m'ont aidé à voir
que justement je ne recevais pas et qu'on me faisait des compliments, qu'on me reconnaissait, qu'on m'offrait de l'amour sur un plateau et qu'en fait ça passait à côté. Là, moi je rationalisais, je banalisais, je minimisais parce qu'en fait j'avais même pas conscience de ma valeur. Puis ça me fait de la peine de repenser à ça. Tu vois, ouais, parce que j'ai grandi avec une personne qui a été très toxique, puis qui a beaucoup abîmé en fait l'estime que j'avais de moi. Et donc là, en fait, j'ai réappris à en fait à recevoir, puis à dire ah ok. Donc là, la personne, est-ce que tu as bien entendu Anne-Cécile que cette personne-là est en train de te dire que t'écris bien et que tu as des compétences voilà, de thérapeute, pour partager, d'organisatrice d'événements, de rassembleuse, que t'es drôle, que t'es cute, comme on dit au Québec, que t'es jolie, que je me suis arrêtée, puis j'ai commencé à apprendre à recevoir. Fait que s'il y a un exercice là que je pourrais vous donner à faire en premier lieu, c'est d'observer des personnes qui vous disent des choses qui vous font du bien là, ou qui vous reconnaissent pour peu importe quoi là. Est-ce que vous les recevez? Est-ce que vous les entendez dans un premier temps? Puis est-ce que vous les recevez? Est-ce que vous êtes capable d'y croire de ce que la personne vous dit? Parce que moi, j'y croyais pas, en fait. Au début, je me suis rendu compte de ça. Donc, juste observer ça, là, ça pourrait transformer votre vie. Donc, ouais, j'ai envie de Ok, partager merci ça. pour ça. Ouais, c'est un super sujet, je trouve, parce qu'il y a énormément de personnes qui vont, au moment où les compliments arrivent, ne pas être en mesure de les recevoir exactement de la façon dont tu le décris. C'est souvent quelque chose qui est considéré comme un moment gênant pour les personnes, comme s'il y avait une pudeur qui arrivait à ce moment-là. À titre personnel, j'ai écrit un texte sur ce sujet-là où je me disais qu'en fait, c'est comme si on était des chasseurs de compliments, mais que si jamais notre quête était visible et consciente à nos propres yeux, alors ça perdait toute sa saveur parce qu'en fait, on voulait pas savoir qu'on l'avait souhaité. Parce que sinon, ça veut dire qu'on se retrouve devant le fait d'avoir demandé à être complimenté. Et c'est le pire qui soit. Donc on préfère que cette quête soit inconsciente d'une certaine façon. Bon, après mon texte est plus long et puis c'est pas moi qui suis interviewé, mais il y a vraiment ce truc-là de dire est-ce que dans les compliments que je reçois, parce que je les souhaite, et puis je fais des actions qui vont dans ce sens-là, c'est pas uniquement pour ça, mais évidemment être agréable avec d'autres gens, prendre sur soi à des moments pour ne pas péter l'ambiance ou des trucs comme ça, alors qu'on est soi-même un petit peu dans le bad, c'est des trucs qui visent à ce qu'on nous trouve agréable. C'est des trucs qui visent à ce à ce qu'on nous trouve de bonne composition, c'est ça qu'on dit. Et d'une certaine manière, quand c'est reconnu, on est les premiers à pas être équipés pour recevoir ça. C'est étrange, hein, Ouais. quand même. Eh oui, mais après il y a quelque chose de culturel aussi, enfin dans l'éducation où c'est ça, ça peut être vu comme si on se vantait ou que, mais en fait quand on revient à la base, c'est juste apprendre à voir notre valeur en fait, qu'est-ce qu'on vaut, puis à partir du moment où on a conscience de ça, bah, c'est ce qui peut nous aider aussi à nous propulser, à nous mettre en action, à dire je suis capable de ça moi. Je suis capable de faire cette chose-là, je suis capable d'écrire. Si des gens m'avaient pas dit c'est bon ce que t'écris, jamais je l'aurais écrit ce livre parce que j'avais un problème d'estime de moi. Donc le fait que les gens me le disent, en fait j'ai reçu pour ce que c'était. Et puis pas de, en fait c'est pas comment dire, de me vanter avec ça ou quoi, c'est de prendre ça pour ce que c'est aussi. Quand on a des compétences, c'est important de les voir et de les reconnaître avec humilité, mais oui, puis ça va me faire avancer, ça va faire que je vais pouvoir contribuer au monde aussi, ça va donner du sens à ma vie, tout ça. Puis, ouais. Bah merci de partager ça avec nous. C'est rigolo parce que bon, ouais, ça doit être aussi l'ordre de mes questions qui induit ça, mais la question de juste après, finalement, on y a déjà répondu, c'était est-ce que la notion d'amour de soi voulait dire quelque chose pour toi à l'époque? Et si oui, quoi? Et ensuite, parce que là, on passe cette question-là, pour moi, elle a plus de sens maintenant, mais j'étais passé à tu dédies ton livre à tes filles. Je cite à Camille et Clémence pour que vous découvriez le trésor qui dort en vous. Est-ce que c'est ça qui a changé dans ton rapport à la vie? Est-ce que t'es passé de les autres me donnent ma valeur à je me réjouis de découvrir mon trésor intérieur? Et donc, c'est ce Non, que tu viens finalement d'évoquer, hein, pour moi. ouais, oui.
Ouais, ça, je vois que ça me touche de t'entendre citer ce petit bout là du début du livre par rapport à mes filles. Je savais même pas ce que ça voulait dire l'amour de soi avant tout ça. Je n'avais aucune idée. Vraiment, là, quand je m'arrête, l'amour de soi, j'ai clairement découvert ça au centre de relations d'aide à Montréal, là, au CRAM, où j'ai été formée pour devenir thérapeute aussi à mon tour. Euh, Puis en fait, c'est ce que je souhaite aux gens de découvrir, de continuer de découvrir, parce qu'en fait, je pense qu'il y a des choses qu'on sait, qu'on porte en nous, des forces, des qualités, des compétences, mais c'est juste qu'on n'ose pas toujours les voir, on n'ose pas les mettre au jour, alors que c'est tellement extraordinaire. Moi, il y a des gens que je vois qui créent, en fait, qui créent peu importe quoi, hein, peu importe dans quel domaine, que ce soit un cuisinier, un entrepreneur, un enseignant de yoga, oui, des chanteurs, quoi, mais quand ils s'assument avec humilité, mais dans toute leur créativité, dans toutes leurs compétences, mais c'est formidable. Je crois qu'on est là, on est ici sur Terre pour ça, en fait, hein, pour faire ce pourquoi dans quoi on est bon, dans quoi on est passionné. Et moi, mes filles, ben, je me dis que mon rôle, c'est de pouvoir les aider à voir en elles ce qui les met en joie. Ça, c'est tout un exercice aussi. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui fait quand vous vous levez le matin que vous dites ah ça là, ressentir la joie, c'est quoi la joie là? Ressentir dans tous les pores de notre peau puis se mettre en action pour ressentir la joie. Ouais. C'est ouais. Je te rejoins là-dessus. Moi, ma boussole actuellement, c'est exactement ça. C'est la joie. C'est passer de ce qu'il faut faire, de ce qui est juste ou je sais pas quoi, à la joie. Voilà, point barre. Ce qui veut dire que ça ouvre la porte beaucoup plus grand. Parce que sinon, il faut faire une réunion avant de savoir ce qui est juste, ce qui est pas juste, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. C'est compliqué. Alors que la joie, elle est là immédiatement ou elle est pas là. Ouais, Et ouais. du coup, c'est la sentence vient de la vie elle-même qui me traverse plutôt que de la réflexion que j'en ai. Oui, Et donc on est sur quelque chose de beaucoup plus immédiat et beaucoup plus en rapport avec le flow, comme on dit quand on est branché. ben oui. Et qu'en fait, tout ça, ça part de se donner suffisamment de valeur et d'amour de soi pour se donner le droit de contacter la joie. Mm, mm. C'est un peu ça, en fait, hein. Ouais, Parce que quand on n'a pas conscience qu'on mérite d'être joyeux, ben on se donne pas les moyens et donc on agit pour les autres, pour la ouais. société, pour le conjoint, pour les parents, c'est ça. Ben ouais, et justement ce qui me touche là-dedans, dans cette dédicace que tu fais à tes filles, et dans ce qu'on est en train d'évoquer, c'est le fait qu'on peut passer d'une vie en fait où on est sur ce principe de tirer notre valeur des compliments qu'on reçoit ou de la place que les autres veulent bien nous faire, au moment où on a notre joie à nous. Et en fait, c'est pas une histoire de dire que on doit se la péter parce qu'on ressent de la joie ou on sent notre valeur. En fait, la vie nous traverse. Et la vie a de la valeur. Donc à partir de ce moment-là, je vois pas en quel honneur finalement on pourrait bouder son plaisir. Et le fait que tu ouvres la porte à ça, parce qu'en fait ça demande une transmission, ça. Ça demande une prise de conscience. Et soit elle se fait de façon violente par des événements très très percutants pour la personne, soit elles se font aussi par transmission. C'est-à-dire que là, ce que tu vas transmettre à tes filles, ça va leur éviter sans doute d'avoir à passer par une grosse tarte comme tu as pu la connaître ou comme d'autres personnes ont connu. Bah, je peux me prendre comme exemple aussi. Mhm. Il m'a fallu une grosse tarte pour m'accueillir comme ça parce que dans ce qu'on pouvait me transmettre, il y avait pas ça. Je fais pas de procès à ceux qui n'avaient pas ces outils-là à me transmettre. C'est comme ça. Mais je pense que Ouais. c'est quelque chose de très précieux et ça me touche beaucoup que tu puisses, bah, je sais pas, juste te réjouir de pouvoir le transmettre à tes filles et dire, bah voilà, ça je peux le faire, je me le suis offert, maintenant je peux vous le montrer, Ouais. trouver votre endroit et il Ouais, sera à bah vous. oui. Bah oui. Alors après, je dis pas que c'est facile hein, non plus, parce Mm. c'est vrai qu'il y a des personnes qui trouvent rapidement, jeunes, ce pourquoi ils sont passionnés, ils vont tout mettre en place pour aller au bout de leur, oui, c'est ça, au bout de leurs rêves. Et puis il y a des gens pour qui c'est une quête, c'est plus long, c'est moins évident. Donc tu sais, ça demande de faire des exercices, des expériences, bah, des exercices aussi, mais des expériences travailler autant que possible la confiance en soi pour voilà se faire confiance on peut faire ces expériences là, accepter le doute, accepter les errances aussi parce que c'est comme ça qu'on apprend. Mais ce que j'avais envie de souligner, c'est un obstacle
principal à la réalisation de soi et à toute cet accès à cette joie par la créativité, ce sont les peurs. Donc ça, c'est très important aussi de les identifier. De quoi est-ce qu'on a peur? Parce que souvent, on a peur de perdre. Et en fait, souvent, ça part d'une insécurité. Et d'aller identifier. Moi, je travaille beaucoup avec les personnes que j'accompagne à partir justement de cette identification des peurs pour les ramener dans quelque chose de réel. Identifier qu'en fait, on est souvent dans des peurs irrationnelles qui sont liées à toute une expérience de vie dans lesquelles on n'avait pas les ressources justement pour faire face à nos peurs et de les surmonter. Voilà, de vivre avec, de les surmonter, puis en fait de se rendre compte qu'on est en train de pas se mettre en action pour réaliser notre rêve parce qu'on a une insécurité financière, on a peur de manquer, ou on a peur du jugement. C'est plein de peurs irrationnelles où quand on s'assoit, on se rend compte que ben oui, on va se faire un budget. Ben oui, moi je me suis privée là pendant plusieurs années de plein de choses parce que j'ai choisi de faire ce retour aux études. Et que oui, j'ai choisi de dire non au café latte à 7 dollars pour dire oui à mes études et que voilà, il y a plein de produits de consommation que j'ai arrêtés pendant quelques années, des vacances chères, j'ai accepté de dire non pour dire oui après. Tu sais. Donc voilà. Ouais, j'entends. Je me demandais quel regard porte celle qui aujourd'hui connaît sa joie, connaît sa valeur, sait la contacter. Quel regard tu portes, toi, sur celle que tu étais à l'époque où tu savais pas? Ouais. Alors je trouve ça bien important comme question parce que souvent on peut s'en vouloir d'avoir été comme ci, comme ça. Moi je l'ai vécu aussi et j'ai porté, c'est pareil, je vois que c'est émouvant pour moi de parler de ça. Mais je trouve que c'est tellement important, c'est que j'ai pu porter la honte, le dégoût, de me voir aller justement dans cette dépendance affective avec les hommes, d'être dans ce contrôle, j'ai pu me juger, tu vois, de vouloir contrôler tout mon environnement. Puis je reconnais ma part avec le père de mes enfants où c'est vrai que j'étais dans le contrôle, il y avait plein de choses, il fallait que tout soit, il y avait une rigidité en fait, Puis ça m'a demandé de faire ce chemin d'acceptation et d'amour, en fait, et de bienveillance, de douceur. Et en fait, le mot, c'est de la sensibilité. De faire ce chemin de sensibilité à moi, qui n'avait pas les outils à ce moment-là. Et puis, merci, merci Anne-Cécile de ce moment-là, d'avoir été comme ça. Je ne savais pas comment faire autrement. J'ai survécu, puis j'ai eu des belles années par ailleurs. Là, c'était pas le cauchemar non plus, mais... Voilà, j'ai beaucoup de... Il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'amour. J'ai cultivé ça avec le temps. Ça n'a pas été ça au début, là, je m'en voulais beaucoup. Puis d'avoir perdu des années, mais aujourd'hui, je peux dire qu'il y a beaucoup beaucoup de bienveillance et voilà, Ok. de douceur. Ouais, pas être trop dur avec vous-même, là, de pas trop vous en vouloir. Ouais, Si vous ne pas avez se été jeter là, à la poubelle. pas faire autrement. Mais oui, on ne Hmm, pouvait pas faire autrement à ce moment-là. Mm. hmm. Et puis, alors attends, j'ai envie d'ajouter, et puis mais, je me dis même merci, parce que pendant toutes ces années-là, j'ai acquis plein de compétences aussi, c'est-à-dire le contrôle. Je suis quelqu'un de très organisé, c'est ça, dans tout ce contrôle et cette rigidité, j'ai été chercher aussi des compétences qui me servent aujourd'hui et qui me permettent d'avancer aussi à d'autres égards. Donc on va chercher des avantages secondaires dans notre mode survie aussi là. Mm. Ouais, c'est très important ce que tu ajoutes là, c'est-à-dire que on va passer dans un état de conscience différent, mais on va conserver, on va réinvestir de façon différente, du coup, les choses qu'on Mhm. avait déjà au départ. On a développé des choses par nécessité, par survie, et puis ça devient des outils de luxe finalement par la suite, et donc il n'y a pas de coupure ni de mort totale de celui qu'on était ou celle qu'on était avant. Mais non, et puis, C'est... oui, et puis même voilà, de s'en servir. C'est-à-dire que moi, toute la partie d'insécurité que j'ai tellement travaillé, la chose qui ressort le plus, le feedback que j'ai le plus chez les personnes que j'accompagne, c'est que je suis une thérapeute très sécurisante. J'ai tellement travaillé ce rapport-là que je te dis que je les ai les outils. Donc, quelqu'un qui arrive, qui porte ça, l'insécurité, puis qui le sait même pas,
elle va se dévoiler rapidement à moi parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui est, ben oui, que je porte, qui est sécure. Je suis bien travaillé ça. C'est devenu mon allié. Chouette. Bon, du coup, Mm. je me posais aussi la question inverse de celle que je t'ai posée juste avant. Si tu poses Ok. ton attention sur celle que t'étais pendant cette période un petit peu plus difficile, et ben, quel regard elle porte sur celle que tu es aujourd'hui? Oh, alors attends. Euh, Alors ça, c'est une drôle de question. Celle que j'étais avant, qu'est-ce qu'elle porte comme regard? Oh là là. Elle est, elle est contente. Elle est contente qu'elle ait trouvé. Ah, ça m'émeut. Elle est contente qu'elle ait trouvé le courage. Je vais me laisser toucher. Elle est contente qu'elle ait trouvé le courage de surmonter ses peurs et de d'aller visiter toutes ces parties d'ombre. Parce que il y avait beaucoup de vivants, il y avait beaucoup de pulsions de vie et de créativité qui dormaient en fait, hein, qui étaient éteintes. Donc elle a beaucoup de gratitude et de reconnaissance, ouais, Chouette. d'avoir trouvé le courage. Ouais. Hmm. Merci pour cette Merci. question. C'est Bah, émouvant, merci ouais. de t'être laissé toucher par celle que t'étais à ce moment-là, parce que je pense vraiment il y a ce truc-là. Quand on parle de survie, moi j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un plancher, tu sais, c'est sur Mhm. la vie. Imaginons que on Mhm. met un plancher par-dessus, Ouais, et donc on est sur la vie, mais on la sent pas circuler à travers nous parce mhm. on est sur un plancher, on a besoin d'être sur un plancher pour être sécurisé. On a besoin de justement maîtriser un petit peu notre environnement, nos interactions, qu'est-ce qu'on va penser de nous, quel regard on va rencontrer, donc qu'est-ce qu'on Ouais, envoie pour recevoir ce regard-là, parce qu'en fait c'est le regard des autres qui va nous dire qui on est, mais on essaie de maîtriser par avance le regard qu'on va mm, recevoir en retour pour pouvoir ouais. se dire que finalement on n'est pas trop une mauvaise personne et ainsi de suite. Et, euh, et là on voit dans le fait que tu te laisses toucher par celle que tu étais à ce moment-là, maintenant, il y a une vulnérabilité qui est très forte, et merci Mm. pour ça. Hmm. Ah, merci. Ouais, vraiment merci d'avoir posé cette question. Puis j'aime bien ton image hein, de sur la vie. C'est vrai qu'en fait, ce que tu m'as permis de faire avec cette question, c'est que tu m'as permis de revenir dans ce mode survie, puis justement d'aller au-dessus, puis de dire, ah, ok, en fait, c'est possible. Tu vois, je pense que c'est ça qui m'a touchée aussi. Puis justement, dans le livre, là, tu me proposais de partager des outils. Il y a une méditation qui s'appelle la meilleure version de soi-même, je pense. Et où justement, c'est une méditation où tu vas à la rencontre de toi qui a justement surmonté tes peurs et que là, tu fais le chemin vers toi et voilà, et tu t'es réalisé, t'es cette version de toi voilà, qui est plus en mode survie justement et qui te glisse un petit message à l'oreille. Fait que je vous la recommande, ça peut donner du courage justement. Mm. Trop bien. Ma première question, c'était sur ta sensibilité. Et je me demandais comment ton rapport à ta sensibilité a évolué. Et est-ce que tu peux nous donner des exemples de situations que tu vivais d'une certaine façon quand cette sensibilité était un peu fermée, on pourrait dire, d'une certaine façon. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne, la même situation? Mhm. Alors, ah là là, c'est drôle hein, parce que j'ai du mal à me souvenir de moi justement sans cette sensibilité-là. Je peux pas dire que j'étais insensible, hein, j'étais sensible à plein de choses, hein. J'ai des souvenirs de moments partagés avec des relations importantes, des bulles, tu sais, vraiment de sécurité justement et de partage. Mais c'est juste que là, je me suis tellement je me suis tellement connectée à cette sensibilité. Puis c'est ce qui fait complètement partie de mon travail. Et en fait, pour moi, j'ai dégelé, en fait. Tu vois, il y avait quelque chose qui était un peu figé et j'ai dégelé grâce à cet accès à la sensibilité qui est passé par d'abord des thérapeutes, hein, des gens qui étaient sensibles à moi et qui me faisaient observer. Je vois, alors moi, mon mécanisme encore de survie, c'est la rationalisation. Moi, là, besoin de comprendre. Donc, puis au début, mes thérapeutes, ils me disaient, il faut accueillir, accueillir. Je vois que tu remontes vite dans ton rationnel, tu mets beaucoup de mots sur... Et en fait, je me coupais de l'émotion. C'était tout le temps dans ma tête. Et ça, c'est un mécanisme en fait de défense. Hein. On se défend de quelque chose qui est souffrant ou qui est juste intense. Donc c'est sûr que, tu sais, comme exemple, c'est ça, je peux dire... j'ai envie de partager avec un exemple positif, entre guillemets, c'est-à-dire quelqu'un qui me complimentait.
Beaucoup de mots. Je coupais, c'était pas possible pour moi de recevoir ce compliment-là. Et aujourd'hui, j'essaie de repenser à un exemple, mais en fait, je pense parce que je travaille au centre de relations d'aide à Montréal. Là, je suis en train de devenir formatrice, j'anime des conférences ateliers, puis en fait, il y a des gens au CRAM, je pense notamment à quelques personnes qui m'ont fait des compliments. Et en fait, je dois même dire, d'ouvrir cette sensibilité, il y a des moments où c'est encore difficile pour moi parce que c'est comme si ça passait par le même tuyau, tu sais, où ça a été abîmé, tu sais. Mais sauf qu'aujourd'hui, je m'y arrête et je prends le temps de recevoir. C'est super important parce que justement, c'est ça qui nourrit tout cet amour de moi et cette envie de continuer, d'avancer et de créer, tu vois. Mais c'est pas facile. C'est pas facile d'ouvrir ce canal-là, ouais, parce que quand il a été bien abîmé, c'est pas toujours évident. Hmm. Ouais, ouais, j'entends, oui, des fois, on est un petit peu déformé quand même, même quand on grandit. On se déploie, on voit, il y a des arbres qui sont tortueux, qui sont beaux parce qu'ils sont tortueux, mais ils restent tortueux parce qu'ils ont eu besoin de se contorsionner pour trouver la lumière. Mais il y a quand même des traces de ça dans celui qu'on devient, et ça fait des compétences, comme on l'a souligné juste avant, et puis ça fait aussi des petits moments de frottement. C'est pas parce qu'on est passé dans la version suivante qu'on n'est pas habité et qu'on n'a pas vécu. On n'est pas passé Mhm. par les versions d'avant. Ouais, j'aime bien ton mot, le mot frottement, parce que c'est vrai que ça frotte, en fait, nous on appelle ça des zones sensibles. C'est ça. Moi, la non-valeur, en fait, c'est une zone sensible. Tu sais, ça m'a pris du temps à voir ma valeur. Donc, c'est sûr que quand on me reconnaît dans ma valeur, c'est pas rien. Je suis encore en apprivoisement et en métamorphose Hmm. constante. Et jusqu'à la fin, de toute façon, il n'y a jamais rien de figé dans tout ça. Oui, heureusement que ça s'arrête pas, on se ferait chier. Mm. Bah oui. Je Mm. vais t'amener sur une de mes marottes du moment. Je suis en train d'écrire mon premier livre, moi aussi. Et il y a un truc qui me passionne, c'est ce truc-là de dire, je pense que pendant un certain temps, pour la plupart d'entre nous, on consolide sa première grille de lecture du monde. On passe son temps à ça, on la consolide, on la consolide, on la consolide. Et puis il y en a qui vont arriver jusqu'au bout de leur vie en ayant consolidé uniquement une seule grille de lecture, ce qui fait que ils n'ont pas ce bonheur de pouvoir goûter au fait que quand on sort de sa première pour embrasser la deuxième, alors on se rend compte que la première n'était pas inévitable, que c'était pas la seule possible. Et donc la deuxième, elle a une autre saveur parce que elle n'est pas l'unique qu'on connaisse. Et il y a quelque chose de très fort, moi je trouve là-dedans, parce que on a beaucoup plus de recul sur sa deuxième grille de lecture que sur la première, qu'on prend pour la réalité de façon objective. Qu'est-ce que tu penses de ça? Hmm. Alors attends, je suis pas sûre de t'avoir suivi complètement. Ce que j'entends, c'est par rapport à une première perception de la réalité. Quand la perception est de plus en plus grande, en fait, c'est ça, hein. Puis c'est là le bout que j'ai pas suivi. Qu'est-ce qui se passe à ce Hmm. moment-là par rapport à la Tu- première, ou en tout cas. Est-ce que tu veux que je reformule? Oui, oui. Ok. Bon, alors à titre personnel, moi, ma première grille de lecture, elle était très dure, elle était très fataliste. J'attendais que le monde change pour m'incarner, on pourrait dire ça comme ça pour simplifier. Et donc j'ai passé mon temps à consolider ça. Moi j'avais l'impression d'être très ouvert d'esprit, puisqu'il y avait plein de choses qui changeaient, notamment je prenais une brique de mon mur de ma première grille de lecture, je l'enlevais parce qu'elle était un peu faiblarde, parce que les autres s'étaient renforcées, elles étaient plus dures, celles que j'avais posées après, elles étaient plus solides, ce qui fait que celle qui était en bas, elle s'affaissait un peu. Donc je prenais celle qui était en dessous, et j'en mettais une plus dure. Mais en fait, j'avais pas l'impression de consolider ce que j'avais déjà en tête, j'avais l'impression que c'était la réalité dont je partais. Donc, je pensais être ouvert d'esprit et au changement, puisqu'il y avait des choses qui bougeaient, mais ça bougeait toujours dans le même sens. C'était toujours pour dire plus de ce que j'avais déjà constaté. Donc j'allais vers plus de confirmation, de confirmation, de confirmation, et récemment, il y a quelques années de ça, il y a eu un coup de balai quand même sur le sens que je donnais aux choses qui n'était plus du tout éclairé de la même façon. Et le fait d'arrêter de consolider cette vision unique des choses et de prendre conscience qu'on pouvait vraiment rester la même personne
et changer de paradigme de A à Z en gardant les outils, comme tu le disais tout à l'heure, que j'avais précédemment, mais en pouvant les considérer autrement, en fait, finalement. Je me suis rendu compte qu'en rencontrant sa deuxième grille de lecture, c'était incroyable de constater que pendant toutes ces années, on avait pensé qu'il y avait qu'une seule façon de voir les choses et que c'était la seule bonne et la seule possible pour nous. Et je trouve que rien que le fait peu importe la première et la deuxième, de quoi il s'agit en fait finalement, je trouve que dans le fait d'en avoir une deuxième, ça montre à quel point on peut rester la même personne, on meurt pas si jamais, on revoit ses fondations, c'est ça que je veux dire. C'est plus clair comme Mhm. ça. Ben oui, ben oui. Après, je sais pas s'il y a une question derrière ça, mais oui, c'est ça ce que j'aime bien dans ce que tu dis. En fait, c'est juste le champ qui s'ouvre mais en même temps, c'est ça. Est-ce qu'il y a cette bienveillance à soi dans cette première grille? Moi, c'était là que quand je t'entendais arriver dans ta deuxième grille, bah c'est vrai qu'on peut rester figé pendant un moment avec une certaine grille de lecture, mais c'est juste que on n'a pas les outils, on peut pas faire autrement, donc. Pour moi, il y a quelque chose qui est OK avec ça, en fait. Et Bien puis sûr. quand ça s'ouvre, c'est vrai que c'est formidable. Ça me fait penser au petit de l'être humain, tu sais, qui a besoin d'aller se rassurer près de ses parents, puis de repartir explorer, tu sais, et on vient se rassurer et on explore encore plus. Si on a eu une grille un peu figée pendant longtemps, c'est parce que justement, on n'avait pas cette sécurité intérieure pour aller explorer plus loin. Donc, c'est ça que je peux dire. Ouais. Ok, je te remercie. Et d'ailleurs, dans le sous-titre, si je ne... Ouais, ouais, exactement. Je remonte le livre parce que ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Dans le sous-titre de ce livre, il y a le mot courage, qui est un mot important pour toi, Ouais, et il fait partie de ce que tu mets en avant, du coup. Qu'est-ce que ouais. c'est pour toi, le courage? Ouais. Ah bah c'est beaucoup le courage, hein. C'est vrai que c'est une pierre angulaire, selon moi, de la transformation. Ça arrive pas par magie, tout ça. C'est sûr que c'est-à-dire que moi, tous ces changements, ils sont arrivés parce que ben, je me suis levée tôt. Pas mal de matins parce que je suis allée me former, parce que je suis allée en thérapie, parce que juste l'écriture du livre, ça m'a demandé beaucoup de discipline. Puis et c'est pareil, un autre petit exercice que je donne dans le livre qui est tout simple et qui marche tellement bien là, parce que nos pensées là, oh là là, qu'est-ce qu'elles sont envahissantes. Donc tu sais, pour arriver à les dompter, c'est possible. Il y a plein de trucs. Je parle de plein de choses dans le livre aussi là, de juste de se lever. Tu sais, des fois le matin, je me lève, la puis ça part, puis je suis dans des pensées qui me font pas du bien, qui aboutissent à aucune piste vraiment de solution, ça rumine, tu sais. Mais juste, je me lève, juste ça là, je me dis, ok Anne-Cécile, courage là, lève-toi. Tu sais, ou quand j'ai pas le courage de faire ma comptabilité. Je suis travailleur autonome, tu sais, c'est niaiseux, comme on dit au Québec. Mais c'est vrai que c'est pas ma tâche préférée, là. Mais tu sais, je me dis, ok, courage, faut le faire, de toute façon. Puis je me crée un environnement, tu sais, propice, agréable. Mais puis c'est Scott Peck aussi dans son livre Le chemin le moins fréquenté qui parle de discipline. C'est-à-dire, faut pas enlever le plaisir, au contraire, hein, j'en parle aussi là de la légèreté dans tout ça pour tout équilibrer, pour trouver le courage d'avancer, mais retarder le plaisir, de se dire ok, je vais aller le faire ce souper avec mes amis là, mais je vais y aller une heure plus tard. J'ai ce truc que je dois terminer pour atteindre mon objectif. Donc voilà, trouver le courage, c'est se mettre en mouvement. Tu sais, quand t'es inerte, la vie amène la vie, hein. Donc c'est un engrenage. C'est comme enlever la vis du meuble que tu sais que tu veux démonter. Tu trouves le courage d'enlever le premier truc, puis après ça part. Mais donc de se donner le petit coup là oui, de courage, parce que ça arrive pas par magie. Là. J'ai travaillé fort pour en être là aujourd'hui là. Je peux te le dire. On l'entend, on le sent et on sent en même temps justement que ça entache pas ta joie et que même ça fait partie d'une sorte de fierté que tu peux t'autoriser enfin. Oui, mais oui, mais oui, tellement. Tellement, quel bonheur, quelle joie d'avoir travaillé plusieurs heures moi je me fais des cadeaux aussi, je me fais des récomptes. Tu me dis, mais oui, le plaisir est présent. Moi je me fais des cadeaux là quand j'ai travaillé fort pour amener un projet jusqu'au bout.
c'est beaucoup de satisfaction. Mais encore là, je reviens avec la question de sens. Faut que ça vous mette en joie à la base. Parce que il y a plein de choses, moi aussi, que j'ai abandonnées en cours de route, mais avec du recul, c'est parce que il n'y avait pas de sens à ça, pour moi. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que d'avoir trouvé, ben oui, créer une page YouTube pour mettre mes cours de yoga dessus, tu sais, c'est pareil, c'est pas ma force tout ça, mais je vois bien le sens que ça a parce que moi j'ai mon pape. Ça c'est pareil, un autre petit truc, c'est que si vous voulez faire ça, qui m'amuse bien, c'est mes 4 valeurs piliers. Ça aide à donner du sens à sa vie. C'est quoi qui est important pour moi? Il n'a pas bougé depuis 7 ans. Moi j'ai mes 4 lettres, puis c'est juste drôle ce que ça fait comme mot, mais ça fait un acronyme en fait. C'est PAPE, plaisir, authenticité, partage et évolution. Puis si on y repense là, en ce moment, tout est là, Mathieu. J'ai grand plaisir pour moi d'être avec toi aujourd'hui dans l'authenticité parce que tout ce que je vous dis, ça part de mon cœur. Dans le partage, ben voilà, je partage une expérience, des outils géniaux. Et dans l'évolution, voilà, dans le souhait d'évoluer. Donc, je m'assure que ces 4 valeurs piliers-là soient présents à peu près partout dans mes activités. Donc ça donne du courage, ça donne du sens. Donc, voilà, c'est ça. Puis il y avait autre chose, oui, dans l'idée aussi, pour pouvoir trouver du courage, est-ce que c'est énergisant ou c'est énergivore? Ça, là, une boussole, tu parlais de boussole tout à l'heure, précieuse boussole intérieure de l'énergie. Est-ce que ce que vous faites là, c'est source d'énergie? Est-ce que cette personne que vous allez voir, est-ce que ce vêtement que vous allez porter, ça peut être pareil, des détails là, cette activité que vous allez entreprendre, est-ce que ça remplit votre bouteille d'énergie ou ça la vide à l'idée de faire ça? Fait que tout ça aide à trouver du courage. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Mmh. Ouais, merci. C'est riche tout ça. Chouette.